Dès le début, dès le générique de ce Fort Boyard, on pressent que ça va être gênant de regarder ça jusqu'au bout. Quelle est cette espèce de fortin saugrenu et laid dont se rapproche la caméra, posée en pleine mer, semblable à une grosse boucle de ceinturon à la dérive? Qu'est-ce qui s'y déroule de si excitant tous les vendredis soirs sur Antenne 2? Cela faisait longtemps que je me le demandais, mais je passais toujours sur une autre chaîne avant d'avoir la réponse, parce que je me doutais que celle-ci n'aurait pas plus d'intérêt que ma question. Cette fois, je suis resté. Et je me suis forcé à regarder du début à la fin, sans sourciller, cette chose morbide entre toutes, et quasiment impensable, qu'on appelle un jeu télévisé. Les jeux ne sont pas mon fort. En tout cas, pas cela. En limitant le jeu au jeu, on essaie toujours de vous convaincre que la vie n'est pas un jeu. Voilà encore un truc de contrat social. Jeu est un autre. Je me doute bien que celui-ci, les clés de Fort Boyard, n'est pas le pire de tous. Un rouage entre mille dans la grande machine à divertir d'après la fin de tout. Mais puisqu'il semble condenser quelques-uns des ingrédients essentiels qu'il faut pour me déplaire, allons-y. L'architecture sombre et sauvage du décor, pour commencer. Les remous antipathiques de l'océan autour de ces murailles sinistres de cachot. Le romantisme aquatique à son plus haut degré de stupidité iodée autour du romantisme de l'enfermement. L'animateur et l'animatrice aussi, avec leur enthousiasme farineux et leur promesse à faire dresser les cheveux sur la tête. Vivre en 1 heure les aventures romanesques de toute une vie. Le barde à fausse barbe également, malheureux figurant dans sa vigie de pacotille, payé pour proposer des devinettes ineptes. Bien pendue, elle est bavarde. Mais oui, c'est la langue, vous êtes formidable. Et puis tous ces périls sans danger. Toutes ces bêtes féroces qui ne vous feront aucun mal. Ces migales qui ne piquent pas. Ces tigres qui resteront à tourner comme des idiots démobilisés derrière leurs barreaux, mais qu'on vous montre, comme une nostalgie de jungle, comme un souvenir de l'aventure perdue, comme un échantillon de risque, donc d'histoire terminée. À la façon dont on vous esquisse également des nostalgies de sexe sous la forme d'un bref combat de femmes dans la boue, jolie vision de fesses, intéressant aperçu de cuisses et de cellulite. Ou encore au détour d'un labyrinthe, sous les apparences de cette fille nue, dont vous n'apercevrez qu'un bout de sein furtivement dressé dans l'obscurité. C'est ça, un jeu télé à la fin du XXe siècle? Oui. Mais j'oubliais l'essentiel. C'est-à-dire les candidats, bien sûr. 4 ou 5 garçons et filles en pleine santé, amis des sports et du grand air. 4 ou 5 asperges dynamiques sélectionnées parce qu'elles ont des têtes à avoir inventé le saut à l'élastique. Rien n'est plus déprimant à contempler. Et rien en même temps n'est plus comique que ces jeunes damnés du tertiaire, démoniaques et souriants représentants des classes moyennes. Incarnation de la Nouvelle-France profonde, jaillie en pleine lumière. Sataniques employés de banque ou attachés commerciaux en train de cavaler à travers ce Luna Park de cauchemars, pour exécuter avec un esprit de sérieux épouvantable leur misérable parcours du combattant, et récupérer je ne sais combien de clés qui leur feront gagner un monceau d'or. Rien n'est plus instructif non plus. Il n'y a pas que la face cachée du spectacle qui soit captivante. Inutile d'espérer rien comprendre à celle-ci si on néglige de contempler de temps en temps sa face exhibée, la face montrée de la grande terreur, l'effrayante et souriante et pathétique face visible de la tyrannie, avec son armée carnavalesque de sergents recruteurs. Comme dit en ce moment un slogan pour autre jeu, on commence par gratter et on finit à la télé. C'est valable littéralement et dans tous les sens, dans un monde où Eros et Thanatos, désormais,
portent des nez rouges. 1991